Et ben, dans ce cas-là, on va passer à Romain Iliou donc, pour son intervention sur, intermédiaire en termes chronologiques, puisqu'on sera sur les années de 20 et 30, et puis donc basculer du côté italien. Bonjour, donc je tiens encore à remercier Arnaud, les gens de Rail et l'Histoire, pour leur proposition, leur invitation et ma participation à cette journée d'études. Alors, je vais vous présenter des questionnements, plus des réflexions, des interrogations qui, elles, prennent place dans le cadre d'un projet de recherche internationale mené en coopération avec l'école française de Rome, excusez-moi pour les lapsus. Et moi-même, j'ai pu travailler dessus comme chercheur post-doctorant au laboratoire de l'école d'architecture de Versailles, sous la tutelle de la professeure Annalisa Bianchi et également de Catherine Brice de l'école française. Et ce projet international regroupe, différents types d'historiens. Ça va être des historiens du politique, de l'art, de choses. Et ce projet s'interroge sur la construction de l'identité italienne entre, grosso modo, le Risorgimento, sa réunification dans les années 1860 et la fin du fascisme en 1945. Comprendre quels sont les phénomènes qui aussi construisent cette identité. Nous, dans notre partie, dans notre travail, nous travaillons sur l'identité des espaces ferroviaires qui vont être édifiés pendant la période fasciste. Et là, cette part d'interrogation que je vous présente, à chaque fois il y a un petit peu le côté matrioshka, enfin toutes les gigolles qui s'emboîtent les unes par les autres. Et moi, je vais introduire aujourd'hui un peu ce travail que j'ai fait sur, en fait, l'identité du paysage dans ses relations avec la technique durant cette période, qui fait intervenir à la fois des notions d'histoire des infrastructures, d'histoire de la mobilité, mais également d'histoire de l'art, d'histoire de l'architecture, d'histoire de l'urbanisme. Donc une approche qui est assez transverse et qui s'est un petit peu, assez même inspirée des questionnements qui sont soulevés par l'historiographie environnementale, en particulier parce que celle-ci a pu mettre en évidence, faisait part Émile juste avant, qu'il y a dès le XIXe siècle une tendance à fabriquer une forme de consentement technologique qui est là au service d'un progrès qui va imposer sa présence et son narratif dans l'espace public, l'espace privé également. Ça va être comment gérer ses licences, mais dès les années 1830, avec l'installation des premiers systèmes d'éclairage de gaz de ville, se posent toutes sortes de problèmes. Et comment imposer? Est-ce qu'on va imposer ou pas? S'agit-il aussi, disons, d'une dynamique idéologique avant toute chose? Parce que très souvent, le plus efficace économiquement continuer à s'éclairer à la bougie, qui est également un matériau, un système d'illumination qui va rester en concurrence économique avec le gaz de ville, plutôt que ça. Qu'est-ce qu'on cherche aussi à démontrer nous-mêmes? Donc il y a cette forte composante symbolique, et le cadre de l'Italie fasciste est un cadre qui, disons, va pousser à l'extrême ces tendances antérieures. Donc on est dans un cadre totalitaire où la norme se confond avec la volonté du parti et du dirigeant Mussolini. Et dans ce contexte est menée à grands pas l'industrialisation de l'Italie, qui reste toujours un petit peu en retard sur les anciens membres de l'Alliance durant la Première Guerre mondiale. Beaucoup par rapport à l'Angleterre et par rapport à la France, qui est également en retard, entre guillemets, par rapport à l'Allemagne, et qui a, moyenne, un PIB par habitant comparable à celui de la Pologne après la Première Guerre mondiale, mais avec énormément d'inspiration, et surtout dans le cadre de ce fascisme. Et dans ce cas-là, le ferroviaire, comme espace, comme entité, comme moyen de propagande et compagnie, se distingue comme vraiment le principal point de convergence tant des marchandises que des populations. Et ces populations, elles sont sans cesse enrôlées dans les récits grandiloquents ou dans les devises où l'individu n'a plus d'épaisseur conscience.
croire, obéir, combattre pour le fascisme, ou encore une citation de Mussolini toujours versée dans la presse, la vie moderne est dominée par le mouvement et la vitesse. Alors, de ce point de vue-là, on peut considérer en fait que le régime fabrique un espace ferroviaire conçu comme la vitrine principale de ses actions, qui s'étend depuis la place de la gare jusqu'au type de parement qui va être utilisé dans ces tunnels. Et sur le plan énergétique, à prendre en considération, le pays, l'Italie, souffre d'un déficit en charbon. C'est pas l'Allemagne, c'est pas la Ruhr, c'est pas la Belgique, c'est pas l'Angleterre, c'est pas le nord de la France. Chose intéressante, par exemple, dans le cadre de la transition et du passage à l'électrique en Italie durant cette période, les bénéfices d'hygiène et de salubrité ne sont pas du tout mis en avant. Ce qui est mis en avant toute chose, c'est la capacité d'obtenir une hydroélectricité domestique et aussi, de ce point de vue-là, de pouvoir domestiquer son propre territoire en y introduisant une nouvelle forme d'architecture qui va être celle qu'on va voir au fur et à mesure. Donc en 1922, on compte déjà 689 km de voies électrifiées. C'est déjà bien en avance sur ses voisins. La Suisse fait exception parce qu'elle aussi va, en étant château d'eau des Alpes, profiter de l'hydroélectricité très rapidement. Et on a un réseau de 5173 km de voies électrifiées en 1940. Donc une progression assez fulgurante de plus de 5000 km en l'espace de 20 ans, qui correspond à un tiers du réseau national qui est pris en charge par les Ferrovie et de Stato, qui, elles, sont aussi dans leur création administrative, juridique et antérieure de plus de 30 ans à la fondation de la SNCF. Elles sont fondées dès 1905 et reprennent déjà des compagnies nationales, et on avait organisé le réseau par tranche entre la partie nord, la partie centrale, plus la partie méridionale et des îles de la Sicile et de la Sardaigne. Bon. Et dans un premier temps, l'Italie va être un peu leader et pionnière de ce point de vue-là en développant une alimentation électrique alternative triphasée en 3600 volts, surnommée dans la presse technique étrangère système italien. Puis à partir de 1929, on va adopter le système 3000 volts de continu avec une caténaire plus légère que celle du 6500 volts du sud-est en France, et qui va devenir la norme au fur et à mesure tout le réseau jusqu'à l'inauguration en 2009 des lignes ferroviaires à grande vitesse qui, elles, consomment un courant à 25 kV alternatif. C'est en particulier le cas ici avec cette affiche de propagande à l'occasion de l'inauguration en 1934 de la Direttissima de Bologne à Florence. Et on peut aller, dès cette époque, en fait, de Bologne jusqu'à Naples en 3000 volts. Après 2000 ans à Bologne, pour vraiment rejoindre la capitale économique, le poumon du Nord, jusqu'au sud de Naples, qui est quand même le deuxième grand port d'Italie, un des trois grands ports d'Italie, 4, avec Palerme, Gênes et Trieste, pour l'Adriatique. Oui. Alors, on voit aussi là, sur la photo en haut, les convois qui préfigurent nos TGV actuels. C'est les ETR 200, les Totreni, qui circulent à cette époque, dès leur mise en service en 1936, à 200 km/h sur les nouvelles lignes construites, qui est une première mondiale très beaucoup mise en avant. De ce point de vue-là, on peut penser que la caténaire, elle, va matérialiser, entre guillemets, une nouvelle ligne de contact entre le rail et la terre, entre les territoires et les centres industriels, dont les gares sont les incontournables portes de départ et d'arrivée. L'électrification du réseau ferroviaire national produit ainsi une synergie renouvelée entre paysage, infrastructure, architecture ferroviaire, et là, par la technique, sous l'égide de l'accélération des corps et des décors, sachant aussi que il est plus simple de gérer une locomotive électrique dans ses opérations de freinage et de démarrage plutôt qu'une locomotive à vapeur. Et cette synergie nourrit un espace politique totalitaire qui recherche et qui déploie progressivement une nouvelle esthétique
qui entend à la fois incarner et imposer une forme d'italianité où vont se confondre modernité et identité. Très important, c'est le mouvement futuriste italien qui est fondé dès 1911 lors de la publication dans le Figaro de son manifeste. C'est un mouvement d'avant-garde qui touche toutes les formes d'expression artistique, qui va être très proche du régime, en matière de leadership, aussi là de l'avant-garde esthétique qui est consentie par le pouvoir et qui s'empare dès sa fondation des mutations anthropologiques qu'imposent la vitesse et la mécanique dans la société. Et ce mouvement proclame ainsi sa passion pour, je cite, non plus les nus, les paysages, les sujets, les symboles, quand bien même futuristes, mais pour l'élan des locomotives, le hurlement des sirènes, les roues dentées, les pignon et toute cette sensation mécanique nette et décidée qui constitue l'atmosphère de la sensibilité contemporaine. L'exposition organisée en 1940, on peut voir les photos en haut à ma gauche, votre gauche aussi. Non, droite, pardon. Constitue l'acmé des célébrations du régime fasciste pour le centenaire de la première ligne ferroviaire d'Italie. C'est la ligne qui allait de Naples à Portici et qui a été inaugurée en 1839. Et pour cette exposition, on voit un mince abri de quai en carton-pâte qui imite les modèles contemporains qui sont réalisés en béton armé et qui est installé sous la verrière de la bâtisse néo-renaissance du XIXe siècle. Et c'est un peu, cet abri, il est là pour signaler le commencement du parcours expositif. Moi, ce qui m'a vraiment fait réfléchir devant cette photo, c'est un peu ce que j'ai appelé une juxtaposition oxymorique qui invite le visiteur à s'engager dans un espace, une esthétique ferroviaire inédite. Et à l'intérieur, en effet, on va trouver une scénographie aguicheuse et captivante qui explore l'histoire des chemins de fer en Italie, mais qui va insister avant tout sur les mutations opérées depuis 1922 et l'arrivée du Mussolini et du fascisme au pouvoir en Italie, à savoir l'électrification des voies, l'endoublement, leur réalignement, les infrastructures de connexion qui sont installées également pour fluidifier. Ça va aussi arriver en France, à la gare du Nord par exemple, qui va être sous Mouton et compagnie aussi pour Versailles-Chantier lorsque la gare va être reconstruite à la même époque. Ponts, passages souterrains, qu'on va installer dans les villes et on va aussi, pendant cette période, donner tout un coup à l'efficacité de la gestion de l'infrastructure avec des systèmes de blocs manuels, blocs automatiques et une exploitation également des gares de passage plus faibles, qui elle va être rationalisée avec très rapidement l'apparition d'un seul fonctionnaire en permanence. Et d'autre part, on... Ça va pas marcher ça ? Pardon. Oui, c'est bon. Excusez-moi. Donc là, c'est un peu, on va, disons, aborder cette question à travers 4 grandes étapes. Introduction, donc comprendre comment est-ce qu'en fait on va construire un espace urbain triomphal, conquérant, et comment il se love dans les imaginaires, en essayant de un peu éclaircir ces problèmes en matière de scénographie dynamique qui va être mise en place dans l'expérience du train, mais pour que c'est un peu les problématiques qu'on a aujourd'hui avec Internet, on a toujours cette interface avec un autre espace, mais pour pouvoir l'assurer, il faut bien avoir des infrastructures. Et donc celle-ci, pour avoir une nouvelle expérience spatiale, on va aussi là déployer de nouvelles infrastructures qui vont dynamiser, entre guillemets, le paysage. Et pour les installer, il faut aussi composer avec les attentes que l'on a nous-mêmes de la qualité du paysage. Les questions que se posent les architectes, les urbanistes, les politiciens de cette époque, mais avec une manière de répondre assez orientée uniquement technologie et on ne regarde pas les problèmes après, qui pourraient être, disons, évoqués ou qui pourraient se dresser dans cette, voilà, dans cette situation politique précise. Et en fait, même du point de vue esthétique, artistique, dans le futurisme en particulier, et dans sa mise en scène de l'espace ferroviaire,
va avoir toujours, de manière sous-jacente, presque subliminale parfois, l'arraisonnement de la nature par la technique et par la vitesse, qui va être dépeinte dans les œuvres de cette époque et qui sert en partie à asseoir également la domination idéologique du régime. Là, cette peinture est du peintre Mario Sironi, qui a collaboré un temps au journal de Mussolini, Il Popolo d'Italia, pour lequel il a aussi fait des caricatures différentes parutions à l'intérieur, et qui a été un futuriste lui plus sensible à des tendances métaphysiques telles que Giorgio de Chirico. Là, on peut presque penser que la figure au premier plan semble se reposer après l'achèvement de la ligne ferroviaire électrifiée qui semble devoir traverser les montagnes qui s'élèvent au loin. Là, du même peintre, la périphérie mélancolique dépeint encore un espace traversé par le rail, mais qui est dominé par les cheminées plutôt que les montagnes. Et juste pour citer, là, il y a aussi dans le mouvement futuriste donc, les architectes adhérents au mouvement futuriste qui vont à leur tour faire publier leur manifeste, écrit par l'architecte Santelli, a été publié en 1940. Eux-mêmes rappellent dans leur manifeste combien sont rares ces causes de changement profond des conditions environnementales qui ébranlent et rénovent, comme la découverte des lois naturelles, le perfectionnement des machines ou l'usage rationnel et scientifique de la matière. Et quoique les architectes d'alors entendent se détacher du passé, ils cherchent, au gré des politiques patrimoniales identitaires ordonnées par le régime, à faire composer et dialoguer leur nouvelle réalisation avec des monuments qui doivent narrer la téléologie de la révolution fasciste. Et moi, ma question c'est, est-ce que c'est pas un peu cet arrangement de l'espace autour des vestiges choisis et préservés au gré des identités des doctrines tant politiques qu'architecturales, est-ce que cet arrangement ne participe pas directement du rapport dialectique entre le citoyen et son consentement, entre le corps et le décor, entre la création esthétique et la réception de l'innovation? Et de ce point de vue-là, l'innovation la plus sensible, et, pas de petit détail, mais esthétique, c'est vraiment ce qui a part au sensible, la sensibilité. Donc c'est aussi, moi, un peu, dans le présupposé de ma présentation, il y a un peu l'idée que, sans doute, un des premiers effets du politique qui passe par l'esthétique, qui s'exprime dans l'esthétique et dans le sensible. C'est parenthèse mise à part. Donc l'innovation la plus sensible, c'est l'accélération des convois à laquelle est associée, dans un premier temps, la modernisation du bâtiment voyageur. Moi, en tant que usager des services ferroviaires, c'est la première des choses que je vais pouvoir côtoyer. Et ceux-ci deviennent en quelque sorte les tabernacles de la vitesse, de, je cite, cette nouvelle religion morale, parler un peu de l'obsession de devoir aller toujours plus vite, prêché par le chef de file du futurisme, le poète Filippo Tommaso Marinetti, parce que ces bâtiments deviennent les hôtes d'un sacrement expérimental où, je cite, l'énergie humaine dominera le temps et l'espace. Selon encore Marinetti, sur un globe terrestre où tout est arabesque et zigzag, la vitesse offre enfin à la vie humaine un des caractères de la divinité, la ligne droite. Et les rails ont un élancement ondulatoire élastique qui s'enroule rapidement autour du pylône qui s'élève en un point de l'horizon. C'est magique. Et en lisant ça, dans son manifeste sur la nouvelle religion morale, qui est la vitesse, cette métaphore m'a aussi rappelé le tableau d'Umberto Boccioni, Elasticità, où on voit un cavalier galopant qui se dissout dans un arrière-plan dominé, lui, par les pylônes des lignes à haute tension. Tableau qui date de 1912. Ces pylônes qui sont les signaux du manifeste des peintres qui veulent, je cite toujours les futuristes, magnifier la vie d'aujourd'hui, transformée sans cesse avec tumulte par la science victorieuse. Et de la sorte, les réseaux installés par les ingénieurs et les architectes fournissent à la fois les engrenages et les tréteaux de cette scène moderne merveilleuse. Et son expérience la plus manifeste, c'est le chemin de fer à cette époque, déjà au XIXe siècle, ces gigantesques étoiles aux rayons de fer s'étirant jusqu'au bout de la Terre, et ces gares, ces cathédrales de l'humanité nouvelle, pour reprendre les propos de Théophile Gautier, et son ton utilisé préfigure déjà un petit peu la poésie futuriste de Marinetti.
On pourrait même parler d'une esthétique qui anticipe Gotham City, entre célébration de la technique, d'une part, et d'autre part, aliénation conséquente, voire fatale, du paysage et des hommes, que l'on retrouve exprimés dans d'autres œuvres et d'autres pays. Ici, dans un contexte plus français, la cité industrielle de Tony Garnier, où on remarque au fond la silhouette du barrage hydroélectrique. Et lui, en ce qui concerne l'espace ferroviaire italien, au fur et à mesure de son électrification, alors 20 ans auparavant, ses prouesses étaient essentiellement cotonnées aux expositions industrielles, aux travaux électriques, quelque chose de plus local, plutôt que d'élargir l'électrification sur des centaines de kilomètres de lignes ferroviaires. De ce point de vue-là, l'espace ferroviaire italien affirme de plus en plus sa singularité. Et la gare sert d'interface entre ce monde merveilleux, le voyageur est embarqué dans une scénographie technique triomphale, et l'ancien monde, entre guillemets, à l'instar un peu aussi de ce que peut nous donner aujourd'hui l'effet de l'accès à un parc à thème. Ou bien ici, à l'époque, la porte d'honneur de l'exposition des arts décoratifs de 1925 à Paris par André Ventre, qui a aussi dessiné la nouvelle gare de Versailles-Chantier. Donc une nouvelle architecture qui est expérimentée pour incarner ce nouveau monde. Là, citation incontournable gare de Firenze à Santa Maria Novella du groupe Toscano, et qui est la plus représentative pour cette recherche de nouvelles formes et de nouveaux langages. On va la laisser un petit peu de côté parce que ce n'est pas une gare qui a été réalisée à l'intérieur des FS par les architectes fonctionnaires des FS. Elle résulte d'un concours qui a suscité des polémiques, pour en revenir aussi aux enjeux patrimoniaux tout à l'heure qui avaient été envisagés, sur l'inscription de cette gare, juste derrière le chevet de l'église de Santa Maria Novella, avec toute sa façade Renaissance, son intérieur gothique. En revanche, la façade a été complétée plus tard après concours. Une polémique incroyable, et entre ceux qui veulent pas, même au sein de l'intelligentsia fasciste architectura, c'était assez hésitant de ce point de vue-là. Les autres gares, elles, sont, comme je disais, confiées aux architectes et ingénieurs qui travaillent au sein de ce qu'on appelle le ministère des Communications, ministère des Télécommunications. C'est un ministère qui est créé en 1924, qui regroupe tout ce qui va avoir attrait à la gestion des infrastructures de communication, poste, marine marchande, route, télégraphie et l'administration des ferrovie et dello Stato. Et les architectes qui y travaillent sont appelés à concevoir des bâtiments de gare ou des bureaux de poste ou d'autres services annexes, et ils répondent donc à cette commande publique. Parmi eux, on peut absolument citer les travaux de Angelo Mazzoni, qui est directeur du service d'architecture de ce ministère. Adhérent au parti fasciste, co-auteur avec Marinetti, le poète futuriste du manifeste pour une architecture futuriste aérienne, c'est aussi le principal protagoniste du renouveau officiel de l'architecture ferroviaire, à laquelle l'exposition de 1940 en bas consacre une salle. Alors là, on peut voir un peu aussi cette évolution au niveau de l'architecture entre 1927, qui est également présentée lors de l'exposition de 1940, cette gare de Forlì de l'architecte Ezio Bianchi, où on a un langage assez, disons, classique, des références liberty, un certain académisme. Et de l'autre côté se détache des tendances plus d'avant-garde, menées ici par l'ingénieur Mazzoni, et la rupture qui advient vraiment dans l'orientation esthétique des constructions bâtiments voyageurs italiennes en 1932, avec l'ouverture de la gare de la nouvelle ville de Latina, aujourd'hui de Littoria à l'époque, et aujourd'hui Latina. Et Mazzoni, qui est le chef de ce service d'architecture, lui, il entrevoit l'interaction entre modernisation technique des infrastructures et l'architecture. Il estime, je cite, que les constructions ferroviaires sont la plus importante manifestation de l'architecture moderne, car elles en constituent la première expression de l'art et indiquent la puissance et la génialité d'un peuple qui se dévoile aux étrangers. C'est-à-dire, le poids idéologique est assez puissant. Cet art, cette puissance, cette génialité s'étendent à l'ensemble de l'espace ferroviaire, qui va être traité de tel quel, du barrage hydroélectrique jusqu'au bâtiment voyageur, en passant par les trains. Et c'est une ambition pour ce programme qui va inspirer les compagnies françaises, en particulier Raoul Dautry,
Là, dans 2 articles coup sur coup parus dans l'architecture d'aujourd'hui, dans l'architecture du 15 novembre, il appelle à ce que partout, ingénieurs et architectes s'efforcent ensemble, non plus d'enlaidir le paysage, mais d'y introduire un élément de beauté simple et noble. Et le rôle de l'architecte dans un réseau ne doit pas s'arrêter à l'étude des bâtiments, mais s'étendre aux recherches sur les formes extérieures des machines et à l'aménagement intérieur des locaux. Ce à quoi s'emploient déjà les architectes italiens. Les déjà cités ETR 200, c'est le TGV du passé, entre guillemets, ont été dessinés par exemple par les architectes Gio Ponti et Giuseppe Pagano Pogacnik, qui sont tous deux respectivement les directeurs des revues Domus et Casabella, où par ailleurs on s'interroge également sur l'aérodynamisme des trains dans des cahiers, dans des articles qui y paraissent. Raoul Dautry, toujours en France, demande aussi à ses architectes ingénieurs de faire moderne en ville et en banlieue, d'inspiration régionaliste dans les villes touristiques, car les gares en constituent en quelque sorte le vestibule. Et en ce sens, il se rapproche un peu de Mazzoni avec l'idée d'une gare interface qui révèle une identité. Mazzoni regarde là par exemple dans cet article de 1927, il accueille avec éloge la gare qu'on voit en haut à ma droite, dans Daille-Plage, avec un peu des allures de ferme basque. Elle a été, je cite l'architecte, étudiée avec un délicieux sens de l'art et de l'environnement. Elle ne jure pas avec le paysage, mais en épouse les contours. Elle se rattache à la tradition locale. C'est peut-être plus un truc d'historien de l'architecture, ça, mais on a, disons, il y a toute la problématique que l'on interroge aujourd'hui, à savoir qu'est-ce que la modernité architecturale, en particulier à cette époque, et on a un conflit entre le régionalisme et le modernisme. Mais un conflit des logiques, mais des représentations, et qui interroge aussi, en fait, à quel espace doit se cantonner ou s'élargir l'architecture. Et Mazzoni, un architecte régionaliste, rationaliste et d'avant-garde qui fait les éloges de cette petite gare, montre aussi que lui ne peut pas être que buté et qu'il investit d'une autre fonction symbolique qui n'est pas que celle d'un ornement esthétique, ces ouvrages, et notamment ces bâtiments voyageurs. Parce que, d'autre part, déjà encore dans la même légende, l'architecte remarque également les ogives qui constituent les supports de la caténaire des lignes ferroviaires du Midi. Alors, vous les voyez, enfin, j'ai aussi mis une photo du génie civil. Là, celles-ci elles sont en train d'être démontées parce que SNCF, il y a aussi cette dichotomie entre patrimoine ferroviaire, patrimoine architectural, et c'est aussi une construction architecturale, spatiale, que ces caténaires qui représentent quelque chose, qui sont un élément du décor et que, bon, pour lui, on cherche plus à substituer plutôt qu'à restaurer, entre guillemets. Il faut dire aussi tous les méandres par lesquels ces questions arrivent. Là, on voit en bas à gauche, une gare qu'il cite aussi dans son article. C'est la gare de Redlands en Californie, à propos de laquelle l'architecte parle d'un bâtiment voyageur qui s'intégrerait parfaitement à certains paysages sereins de la Toscane. Donc là encore, il y a toute cette ambiguïté, ces chassés-croisés, et que il y a les projets de Mazzoni, et ensuite il y a aussi les projets de ses employés à l'intérieur qui vont en apparence employer des lignes traditionnalistes ou pas traditionnalistes, et ainsi de suite, mais grosso modo, ce qui se passe, c'est une généralisation, une rénovation des bâtiments qui suit de très près, au fur et à mesure, l'électrification des lignes ferroviaires déterminées. Parce que c'est aussi les lignes ferroviaires les plus suscitées, les plus utilisées. D'autres travaux de rénovation des bâtiments voyageurs vont aussi se concentrer sur les destinations touristiques, toujours au profit du fascisme, qui, l'État organise des vacances pas chères, ce qu'on appelle les trains populaires, où les personnes peuvent faire l'aller-retour dans la journée vers des destinations balnéaires qui, elles, vont être agrandies, reconstruites, et ainsi de suite. Il y a aussi des problématiques du temps libre et de la relation avec le tourisme.
Et donc, les subalternes de Mazzoni appliquent les mêmes lignes épurées dans des gares secondaires, inspirées d'une espèce de langage méditerranéen métahistorique qu'une historiographie et une politique identitaire sont en train de révisiter, voire, on pourrait plutôt dire, d'inventer. Et c'est des atermoiements qui témoignent plutôt de la mise en œuvre d'une négociation du paysage et de la modernité, entre séduction et coercition, entre tradition et rupture, entre contraste et mimétisme, qui va se décliner différemment selon la localisation de l'intervention. Il faut aussi souligner que les gares doivent faire face à une fréquentation accrue, assurer la sécurité, la fluidité des foules. Et donc, elles vont être au fur et à mesure de plus en plus conçues comme un espace processionnel. Aujourd'hui, on pourrait plutôt parler sans commercial de ce point de vue-là, aux compositions et articulations spatiales complexes et surprenantes qui sont capables de guider les masses de voyageurs. Sont jetées ainsi les bases d'une solution qu'on reconnaît là, qui est toujours en vigueur, emportant le passager dans une expérience émotionnelle forte. On va tout suivre un peu, à travers de couloirs souterrains qui alternent lumière naturelle ou artificielle, lorsque les trains, dont la rumeur s'entend depuis la ville, sont enfin révélés lorsqu'on remonte vers le jour, un peu comme un voyage initiatique qui rappelle le mythe de la caverne. La composition architecturale se distingue des précédentes donc par ces effets de volume, de clair-obscur, que les photos permettent également de mettre en valeur dans les revues. Excusez-moi. On va arriver à cet aspect plus rapidement de jardin électrique. Excusez-moi, c'était vraiment pour reprendre le truc. Donc, autant ceux qui travaillent sur les gares sont les mêmes, en fait, qui vont aussi participer de la construction critique et de la réception critique de l'électrification du paysage. Donc, je peux citer, on va revenir, mais d'un architecte dans Domus qui s'exclame à propos des photos des caténaires, comment leur forme péremptoire s'intègre mieux dans le paysage que ces troncs d'arbres noueux qui étaient utilisés auparavant, et encore, comment ces poteaux fabriquent une espèce de monument ouvert et secret. L'organisme s'élève dans les airs sans mystère et sans pudeur, sans coquetterie. Sa force expressive se situe dans sa franchise et dans la rigueur de son calcul. La ligne de la montagne qui ondule au loin semble comme fuir devant la rectitude de cette volonté. Là encore, sinon ici pour citer Giuseppe Pagano, architecte de l'ETR et directeur de la rédaction à Casabella, il invite à écrire la guerre de locomotive à vapeur. Ne voyez-vous pas l'électrification pavée de fils, ces cieux qui un jour n'étaient glorifiés que par les panaches blancs de la vapeur? C'est toujours ce problème de devoir réutiliser, conquérir l'espace. Donc il y a là aussi quelque chose d'assez fantastique, c'est cet ingénieur qui est le directeur de l'Ufficio Studi Locomotive e Servizio Materiale e Trazione, grosso modo un service traction matérielle, un peu un Marc de Caso à l'époque, sauf que Marc de Caso il a du charbon, en Italie il n'y en a pas. Et celui-ci, dans un article à propos de l'électrification ferroviaire italienne, nous amène, sans doute on va conclure là-dessus, mais à admirer dans une synthèse idéale cette fière résurrection des chemins de fer de l'Italie fasciste avec un regard qui dépasse l'examen technique de l'ingénieur parce qu'il sonne des mouvements et des rythmes d'une vraie poésie. Il s'arrête à la source de Cuturno, près de Pérouse, en Ombrie, autrefois admiré par Pline le Jeune et aussi chanté par le poète du XIXe siècle Carducci pendant la Révolution industrielle. Et là, toujours l'ingénieur, je cite, « Le sifflet qui transperce l'air n'est plus celui de la chaudière régulière. Si les locomotives électriques sifflent toujours à leur passage, c'est avec un ton différent, plus aigu. Alors que les eaux fraîches de Cuturno réfléchissent la fine ligne du treillis qui s'élève à l'écart d'heure dans le ciel, comme dressés par l'orgueil d'apporter au train l'énergie qui les entraîne toujours plus vite. » Et l'ingénieur de continuer, en regardant le paysage ainsi transformé, où l'archaïque et le pastoral s'unissent comme un instrument de travail moderne, il ne me semble pas que la poésie en soit gênée, mais qu'au contraire elle se renforce et se charge des expressions d'une humanité suggestive. Donc, pour vraiment arriver à la fin, disons, je vais passer très rapidement, mais le but un peu de cette présentation, c'était
justement de restaurer un peu, disons, comment est-ce que s'est opéré quand même l'asservissement du paysage à l'esthétique de la vitesse, à travers là le cas de l'électrification du réseau ferroviaire italien. On l'a vu plus d'un point de vue théorique, et aussi les interrogations que se posent les personnes qui sont amenées à gérer les projets à ce moment-là. Et c'est un peu de cette monumentalité originelle que j'ai souhaité vous donner un peu du goût, qui a présidé à l'électrification ferroviaire, surtout avec l'hydroélectricité. Et cette monumentalité a pu être estompée par les saluts familiers et quotidiens que les poteaux adressent aux voyageurs lorsque le train déroule devant lui le paysage. Une monumentalité que moi, en tant qu'ingénieur, je crois importante d'avoir à l'esprit car elle a pu se dissimuler derrière l'idée d'une action technique neutre et rationnelle, donc juste et inesthétique, alors qu'elle s'emploie à dominer l'esthétique et la cinétique des représentations physiques et politiques de nos espaces matériels ou immatériels, culturels ou naturels. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, on va faire comme pour les autres, s'il y a quelques questions de précision. Oui. Je voudrais poser une petite question, plutôt qu'une remarque. Quand j'étais adolescent, j'ai parcouru l'Italie en train pour les vacances et j'ai été émerveillé par les jardins qui décoraient les sous-stations électriques. Alors je me demande maintenant si c'est issu de la période fasciste ou non. Vous savez ce que c'est qu'une sous-station, hein? Il y avait des concours qui étaient organisés de plus belles stations électriques, enfin de plus belles gares ferroviaires et de plus beaux jardins de gares ferroviaires. Donc il y avait aussi un esprit d'émulation de ce point de vue-là. Non, mais même au niveau des sous-stations électriques, parce que c'est un peu dans l'enrôlement des activités quotidiennes, parce qu'il y a un aspect fort en matière de sociologie, avec aussi la création d'une nouvelle figure d'employé qui va remplacer le mécanicien et le chauffeur pour les locomotives à vapeur, mais toute la chaîne d'achalandage, du charbon, d'entretien, qui était aussi pour les fascistes une population politique suspecte. Donc là, de ce point de vue-là, plus sociologiquement parlant, on a un peu le remplacement d'un métier par un autre, mais on prépare un petit peu le terrain pour l'enrôlement dans l'amour-propre et dans la construction de ces nouveaux espaces aussi, de ce point de vue-là. Enfin, on organise la transition. Est-ce qu'il y a d'autres questions de commentaires ou précisions? Non. Donc, ce que je propose, c'est qu'on va donc ouvrir un moment de transversal. Donc, en fait, on va faire revenir Valentine et Arthur sur les chaises en osier. Et puis, du coup, la question. Alors, voilà. Ce que je propose, c'est que maintenant, on puisse avoir des discussions transversales sur les relations train et environnement telles qu'elles ressortent de vos différentes interventions. Alors, je ne sais pas s'il y a des premières réactions dans la salle. Il y a Adrien, heureusement, il est là. Merci beaucoup pour vos interventions à tous les trois qui étaient super intéressantes. Moi, ma question, elle va porter sur la vitesse, qui était un petit peu un fil rouge, surtout peut-être des interventions de Valentine et Arthur. En fait, je me pose la question de l'ancrage de l'exaltation de la vitesse dans les compagnies ferroviaires, et notamment dans la SNCF, dans la deuxième partie du XXe siècle, et de la manière dont elles essayaient de transmettre ce qu'on va appeler une idéologie de la vitesse, et notamment là au comité associatif qui s'y opposait. Et j'avais une petite anecdote pour étayer ça, qui prolonge un petit peu ce que tu as raconté. J'avais fait un entretien avec un cadre de la SNCB qui m'expliquait que dans les années 90, pour convaincre les riverains de la LGV Nord qui s'opposaient pour des raisons de nuisance sonore à la construction de la ligne, ils avaient organisé un voyage d'études à proximité de la LGV Atlantique. Et pour les convaincre, toute la journée était organisée autour de la démonstration de la vitesse et de l'attrait de la vitesse, puisqu'on les faisait venir en train à Paris,
on les faisait venir en bus jusqu'à l'endroit où il y a la 10 et la LGV qui sont côte à côte pour leur montrer à quel point le train était plus rapide que la voiture. On les faisait cheminer jusqu'au Mans en leur faisant prendre des petites routes pour bien montrer que c'était loin et que ça prenait 3-4 heures. Et on les faisait rentrer en TGV en 50 minutes. Et donc en fait, on montrait à ces victimes de la vitesse, quelque part, à quel point l'infrastructure qui causait des nuisances chez eux permettait d'aller vite. Ça m'avait marqué parce que je trouvais la réponse un petit peu à côté de leurs préoccupations. Mais du coup, ce qui m'intéresserait, ce serait de savoir, est-ce que tu as trouvé des traces de pédagogie de la vitesse, d'imposition de la vitesse selon la manière dont on veut l'appeler? Du côté de la SNCF, non, j'en ai pas vu. Par contre, la question de la vitesse est beaucoup questionnée par les militants écologistes, et en partie en se basant sur les écrits d'Ivan Illich, qui pose finalement les questions qu'on pose encore actuellement, sur oui, on va plus vite, plus loin, mais est-ce qu'on va pas faire plus de kilomètres du coup, et aller toujours plus loin et pas gagner de temps? Et donc c'est beaucoup ces questions-là. Et tu as montré à un moment René Dumont avec l'impact de la campagne présidentielle de 1974. Et du coup, il y a un vrai lien avec l'émergence de l'écologie politique au niveau national et ces comités associatifs. Tu as vraiment observé des synergies entre les deux? Oui, alors c'est pas le cas de tous les militants. Tous les militants ne souhaitent pas s'engager en politique, et notamment ne souhaitent pas forcément que l'écologie ait son propre parti. Et on le voit à travers les différentes campagnes qui sont finalement vraiment scindées les unes des autres, et on ne retrouve pas un nom commun de parti. Et du coup, oui, il y a pas mal de militants qui s'engagent dans l'écologie politique et qui développent leurs idées écologistes de très locales à une vision plus nationale. Parce que ça permettrait aussi de faire la généalogie de l'opposition à d'autres projets de lignes à grande vitesse ou d'infrastructures ferroviaires au sein de l'écologie politique aujourd'hui, notamment le Lyon-Turin, etc. Comment ça s'enracine dans une longue culture politique, finalement, de questionnement de ce que doit être le monde ferroviaire sans forcément s'opposer à l'activité ferroviaire elle-même. Oui, c'est ça. Oui, c'est vraiment une autre vision du ferroviaire qui développe. Justement, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est que est-ce que la vitesse en France, mais plus généralement en Europe, ne va pas justement à contresens du développement ferroviaire, parce qu'on a vu sur plusieurs lignes, je pense notamment au Paris-Lyon ou encore au Paris-Marseille, où on a des lignes secondaires qui se sont vues coupées par la construction de la grande vitesse, justement, voire qui ont servi pour pour servir d'acheminement du matériel, pour ensuite être coupées parce qu'on avait la flemme de faire un pont. Donc est-ce que finalement, selon vous, la grande vitesse ne pourrait pas être... est-ce qu'elle est complémentaire ou est-ce qu'elle est contre les services traditionnels? Je n'ai pas de réponse tranchée et je ne suis pas directement expert, mais de ce que moi j'ai pu en constater, j'avais un exemple de voie LGV avant la lettre. C'est précisément les mêmes problématiques qui sont, à l'époque, ne sont pas soulevées parce qu'on n'est pas dans un contexte républicain démocratique où les voies dissonantes ont leur place, mais dans la logique d'achèvement, disons, ça se fait sans opposition. Mais les problématiques qui sont soulevées par les projets, juste dans leur contexte technologique, posent les mêmes questions qu'aujourd'hui en matière de bénéfices, de retour sur investissement. La question environnementale n'est pas posée de ce point de vue-là. Mais, ou sinon, elle va être prise en charge avec une autre manière d'y répondre à ce moment-là. La question, pour ma part, c'est un peu... l'infrastructure, il y a les notables sur le tunnel de base pour la Lyon-Turin en Italie qui sont plus actifs qu'en France, aussi parce que de ce point de vue-là, il y a des dynamiques de résistance environnementale sur des grands projets d'infrastructure qui ont pu faire se faire également en Italie par rapport à la France, peut-être avec
radicalité parfois supplémentaire en Italie par rapport à la France. C'est une autre culture encore. Et nous, pour les écologistes allemands, c'est d'autres cultures politiques, plus dans l'expérience contemporaine. Les problématiques, par contre, ensuite, ce qui va être après dans le mix qu'on va pouvoir proposer, effectivement, on donne beaucoup d'argent, on investit énormément sur des grandes infrastructures qui ne permettent plus en fait de relier des territoires, où en fait on va, au final, et c'est un peu le point, on va invisibiliser la relation que ces mêmes territoires ont à l'infrastructure qui ne fait que passer sous leurs pieds sans leur apporter un bénéfice direct. C'est toujours un peu là, on va dire, une manière de procéder à un projet avec une perspective extractiviste, avant toute chose, sans penser à une réelle synergie que pourrait produire une infrastructure pensée différemment, avec des objectifs différents, qui ne sont pas ceux de la vitesse, et qui peuvent avoir une utilité, une rentabilité qui, socialement parlant, pourront être traduits différemment, le rôle écosystémique de l'infrastructure, c'est autre chose, a posteriori. Et ça, pour les grandes boîtes, pour les décisionnaires, tout ça, il n'y a pas encore, entre guillemets, de savoir. Pas forcément le manque de volonté, mais je pense que c'est aussi une question de savoir. Je m'excuse, c'est encore moi. Je pense surtout au deuxième exposé. C'est à cause des tramways, des chemins de fer secondaires notamment. Il y a eu une vague de disparition de ces modes de transport au nom justement de l'environnement. Je ne sais pas si ce sujet a déjà fait l'objet d'une étude, mais la plupart du temps, le motif de suppression de ces modes de transport, c'était l'environnement. C'était trop lent, c'était coûteux, ça encombrait les rues, ça encombrait les routes, ça faisait de la fumée, ou pour les tramways électriques, c'était obsolète. Il fallait à toute force les supprimer. Notamment en 1937, les tramways parisiens ont été supprimés en délibération du Conseil général de la Seine à l'unanimité. Et on s'est aperçu que le directeur des tramways parisiens, c'était l'homme de paille de Renault. Depuis 1930, on a eu la politique du tout bagnole. C'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui. Et ça pèse encore. D'ailleurs, il y a eu des études de Bernard Collardet sur les vagues de suppression de lignes. Il y a eu des travaux très intéressants dans Rail Histoire, d'ailleurs, du professeur... je ne me rappelle plus son nom. Un professeur avec un nom polonais. Enfin bref, il y a eu des études faites sur les suppressions de chemins de fer secondaires et question si c'était à refaire. Il semble que ces modes de transport à leur création assuraient d'excellentes prestations et parfois, au fil du temps, ça a heurté parfois des intérêts particuliers, voire même il y a eu des suppressions mafieuses comme le tramway Annemasse-Sixte. Ça mériterait d'être examiné parce qu'il y a encore des suppressions de lignes qui se font aujourd'hui. Et je me demande même si on ne va pas de contraction de réseau en contraction de réseau. Alors je laisse la question en suspens, mais elle me semble intéressante. Merci. Merci. Oui, effectivement, les questions environnementales dans la suppression notamment des tramways urbains, d'intérêt local, d'une certaine petite localité, ont pu être motivés pour des questions environnementales. Et ce qui me semble intéressant pour rebondir sur votre remarque, c'est de voir aussi maintenant comment les chemins de fer touristiques se positionnent sur ces anciens tronçons ou lignes qui sont maintenus en exploitation par l'activité touristique, comme un moyen de reconnecter un petit peu aussi à la fois la lenteur, cette lenteur qui devient un loisir presque, et du coup permet de reconnecter avec la nature, la proximité avec la nature sur cette petite ligne, l'accès à des sites naturels, parfois exceptionnels, et y compris donc, des chemins de fer touristiques à vapeur. C'est intéressant de voir aussi comment finalement il y a un renversement qui s'opère. J'ai une autre question. Juste sur la suppression des tramways, l'affaire est quand même plus compliquée.
il n'y a pas que du jeu d'intérêt industriel, et il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte, et il y a notamment, pour s'en rendre compte, il faut rappeler que le pays qui a le plus supprimé de tramway en Europe, c'est l'Allemagne, c'est-à-dire le pays où il en reste le plus aujourd'hui. Donc c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, et la Suisse est aussi un bon exemple où on a une ville comme Genève qui a tout démantelé, d'autres villes qui ont gardé. Et même à Paris, les choses sont plus compliquées. En revanche, pour conclure avec la question de paysage et de vitesse, ce qui est intéressant, c'est que le tramway incarne un paysage plus statique, alors que la voiture incarne un paysage de la dynamique, de même que l'autobus, qui est la version collective. Et donc on a aussi une confrontation de paysages qui se joue derrière cette confrontation, pas forcément uniquement de l'argent et des intérêts entre Renault, enfin entre le lobby pétrole pneus contre le lobby ferroviaire électrique. C'est pas une question, c'est plus une remarque, mais juste pour rebondir sur ce qu'on disait par rapport à ce que vous disiez à l'instant sur les chemins de fer touristiques sur les territoires, là où on en arrive justement à un paradoxe, c'est qu'un certain nombre de ces chemins de fer ne sont justement accessibles que par la voiture. D'où le paradoxe, est-ce qu'on peut considérer ça comme vraiment écologique? Parce qu'à moins d'y aller à pied ou en voiture, justement, vous prenez un autobus qui va polluer encore plus quand il existe. Donc là encore, comme vous le dites, il y a une question de territoire. Et pour rebondir sur ce que vous venez de dire par rapport au tramway dans Paris, là aussi on a eu un paradoxe, notamment puisque le premier chemin de fer dans Paris, et le seul en l'occurrence, c'est celui qui remplace la petite ceinture. Qui était un des principaux chemins de fer en Paris, en voyageurs, mais aussi et surtout en marchandises, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Merci. Alors, autre question ou commentaire? Sinon, moi j'avais une question un peu transversale. Alors, en fait, j'ai essayé de voir ce qui était commun entre vos différentes interventions. Ce qui est peut-être moins développé donc j'ai jumelé 2 à 2. En me disant que dans les interventions aussi bien de Valentine que d'Arthur, on voyait apparaître la population. Et alors, Romain l'a un peu abordé, c'est qu'évidemment la population est complètement invisible du côté de l'Italie fasciste. Donc, alors elle est invisible, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'en savoir quand même quelque chose, peut-être par de l'expression a posteriori après les années 40, mais... donc voilà, c'est la question de la part de la population qui est très visible, enfin en partie dans les pétitions des années début XXe siècle, ou alors évidemment dans les mobilisations environnementales. Ma deuxième croisement, c'était sur l'électricité. Alors l'électricité est très visible dans vos 2 présentations, elle est moins chez Valentine, même si le TGV au début était thermique dans ce tout début. Alors quand il arrive en 81, il est déjà électrique, donc la question doit plus forcément se poser, mais est-ce qu'il y a un enjeu lié à l'électricité, son alimentation, quelque part dans cette plateforme de Gallardo qui n'était probablement pas équipée auparavant? Et puis mon dernier mariage, c'était plutôt sur le fait que dans vos 2 interventions, Romain et Valentine, il y a une dimension idéologique, écolo ou fasciste, associé aussi à une vision un peu théorique de ce que doit être un beau paysage, ou un paysage agréable correspondant aux besoins de verdure, pour prendre la coulée verte. Et en revanche, chez Arthur, la question du paysage urbain, qui pourtant est assez... elle est là dans les tramways et dans l'électrification. Elle a été un peu moins mise en avant, donc c'était un peu voir ta réaction sur ces questions. Voilà mes 3 questions. Alors, pour rebondir sur l'aspect idéologique, la suppression des chemins ferroviaires en ville au début du XXe siècle, c'est à la fois une question d'hygiène, de sécurité publique, de confort, de traité, mais aussi ce qu'on qualifie une question d'urbanisme. C'est assez intéressant. C'est un terme qui apparaît dans le livre de guerre, popularisé évidemment dans le livre de guerre. Et effectivement, la destruction devient un enjeu d'urbanisme, notamment. Un lien aussi avec l'architecture, il faut se rendre compte que la fumée des trains, c'est un élément extrêmement corrosif. Et que les coûts d'entretien des gares, des infrastructures ferroviaires, autant de la vapeur, c'était quelque chose. Donc il y a aussi une réflexion sur les matériaux qui étaient employés.
qu'est-ce qui a favorisé aussi l'emploi du béton avant même la Première Guerre mondiale sur ce type d'infrastructure. La question des matériaux, des revêtements, etc. La question de l'architecture aussi des gares en fonction de cette nuisance, cette pollution, elle est assez importante. Et elle s'exprime évidemment en dehors de la gare, des questions d'urbanisme, cette fumée qui attaque nos églises, nos monuments, etc. Qui est la fumée urbaine de manière générale, mais la fumée des trains est un peu aussi. Effectivement, il y a une question, une question esthétique, une question matérielle, aussi économique, une question de la fumée en ville. On pourrait parler de ça. Et je pense qu'il y a... Bon, je vous laisse. Ça m'a fait penser, de ce point de vue-là, au rapport de force qui aussi doit exister entre ceux qui subissent les nuisances et, disons, les infrastructures qui les produisent. Moi, j'ai travaillé avant sur l'histoire des égouts milanais au début du XIXe siècle, et aussi leur exploitation à des fins industrielles. Les mêmes problématiques se posent alors. Et il y a la mise en place d'un premier droit environnemental avec le décret impérial qui va rester longtemps. Il y a ça, où c'est une autorité administrative qui va délivrer le droit à une entreprise à s'installer, qui elle va promettre de respecter le règlement, à savoir pas être à tant de mètres parce que je suis un producteur aussi de ça, d'une habitation, parce que c'est un village de telle et telle dimension. Mais ce qui indirectement devient aussi une autorisation entre guillemets à nuire à un environnement qui est un environnement d'habitants, qui est un environnement biosystémique, plus généralement. Donc c'est une manière d'inoculer entre guillemets l'industrie. Et moi, c'est ce que je voulais peut-être mettre aussi en avant, c'est toujours ce problème de négociation de rapport de force. Comment est-ce qu'une autorité puissante telle que le fascisme va, dans sa négociation, elle est à sens unique, mais imposer, mais dans sa conscience politique, imposer en jouant sur les significations, en jouant sur, dans cette perspective fasciste, on va dire que la salubrité se confond avec l'idée de vitesse et de mouvement, plutôt que dans un rapport au médical qui va toucher le corps directement de la personne qui, elle, souffre individuellement. Donc il y a toujours ces ambivalences d'un côté et de l'autre. Là aussi, dans ces trajectoires, c'est bien trouver une autre solution à la poubelle verte, une solution au problème du TGV. Est-ce que le TGV, c'est un problème ou une solution? C'est une question, parce que ça fait un peu partie, je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Ménin, un philosophe, sociologue technique, quelque chose comme ça, qui parle de commun négatif, où peut-être aussi à désinfrastructurer nos infrastructures, désarchitecturer nos architectures, d'une certaine manière. Et c'est tout ce travail en fait, de compréhension, avec le décortiquage cette histoire de vapeur, presque sur une problème de concentration, un train touristique, celui de l'aile de licence qui est en train de l'époque, mais pas aussi fréquemment avec. Juste, j'ai pas lu l'évocation de l'électricité qui aurait été un sujet principal dans la ligne TGV Atlantique. La question, oui, de l'infrastructure comme commun et justement le TGV qui après, ça a été pas mal questionné aussi parce qu'il y a eu la mise en place ou non de la gare à Massy qui permettrait du coup un accès simplifié pour les personnes le long de la Clé verte, surtout au niveau du sud du TGV, a un peu fait pencher la balance pour l'infrastructure de certains militants. Il y a aussi eu d'autres questions d'infrastructure sur cette même emprise, comme par exemple l'établissement d'un tramway au-dessus, en même temps que le TGV et la Clé verte. Et ça a beaucoup été porté par exemple par la région. Et là vraiment,
Oui, les écologistes, la plupart des militants, enfin, ils étaient pour les transports en commun, mais quand ils en avaient déjà, ils étaient beaucoup moins fervents de militer pour. Par exemple, le changement d'avis de la mairie de Châtenay-Malabry, qui a toujours milité pour avoir un métro ou la prolongation, par exemple, de la ligne 13 sur cette emprise, ou un tramway, a été stoppée quand elle a compris qu'elle pourrait peut-être avoir d'autres projets d'infrastructure de transport en commun. Elle a milité pour la collée verte. Donc oui, cette infrastructure, combien d'usages, à quelle portée, nationale ou locale, est une vraie question. Je pense que c'est l'enjeu à tous. Et travaillant un peu sur la signification de l'espace, pour moi, le questionnement, sans doute, très souvent, on nous explique qu'est-ce que va être la voiture de demain, qu'est-ce que va être le train de demain, ainsi de suite. Je pense qu'il faut aussi reformuler la question qui est quelle sera la place du train de demain dans l'espace de demain, pour aussi remettre un peu en contexte que le train il évolue, et il est même le train peut évoluer dans cette évolution de l'espace, pour prendre en compte les enjeux climatiques. Pour rebondir sur les questions d'inoculation et de consentement, le train, c'est assez intéressant au 19e aussi pour ça. Hein. Déjà, le discours qui est autour du train, le progrès technique, notamment les discours saint-simoniens en France, dans lequel on fait la promotion de cette locomotive à vapeur de manière, par tous les moyens possibles, dans la vulgarisation scientifique à l'époque, à travers tout un tas de publications, d'enseignements également. Donc il y a aussi une manière d'inoculer à cette idée que la locomotive à vapeur, c'est le progrès, qui est rappelé aussi par le clergé, qui s'associe beaucoup aux élites locales. Au moment des inaugurations de lignes, on voit ce clergé qui vient prendre la parole et convaincre ses ouailles du bénéfice de la locomotive à vapeur. Donc il y a cette inoculation qui se fait, qui est assez puissante. Et puis sur le consentement, finalement, les marges de manœuvre pour s'opposer à un projet de construction d'une ligne ferroviaire, dès le départ, c'est presque rien. La seule chose qu'on a trouvée en France, alors je ne connais pas l'Italie, cette fabrique du consentement qui se fait par l'enquête publique. Les enquêtes publiques, donc, qui généralement ont été bien étudiées comme moyen de catalyser les oppositions et de fabriquer finalement ce consentement, mais sans tenir jamais compte finalement de ces expressions de mécontentement, quand il y en a. Parce qu'évidemment, généralement, le but c'est qu'il n'y en ait pas, qu'on ait simplement affiché qu'il y avait une enquête publique, et puis derrière, ensuite, finalement, je suis tombé sur pas mal de dossiers de création de lignes où les ingénieurs sont presque surpris de voir que personne ne s'est déplacé pour remplir les cahiers d'observation. Alors, contrairement à Paris, où les gens se déplacent un peu plus volontiers, et on voit des mouvements d'opposition très, très virulents contre la création d'une gare à Orsay, aux Invalides, etc. Il y a des milliers de gens qui pétitionnent pour ou contre les projets, ou qui militent pour d'autres projets. Mais finalement, rien ne dévie de cette trajectoire, sinon pour d'autres raisons éventuelles. Mais voilà, cette fabrique du consentement par l'enquête publique, je trouve qu'elle est assez intéressante. Cette gestion des oppositions, je ne sais pas si on peut trouver la même chose en Italie, je ne connais pas du tout. Ça va dépendre des époques. Sans doute pendant la période plus libérale, entre les années 1860 et la Première Guerre mondiale. Mais à ce moment-là, c'est aussi un travail très difficile pour l'Italie qui doit en fait s'occuper de réunir une demi-douzaine de réseaux qui proviennent des États préunitaires. Et même si là, ça a aussi été sur un territoire qui est un tiers de la France en matière de superficie, il s'est agi, malgré les différences politiques entre les États, de devoir déjà s'accorder au milieu du XIXe siècle sur la cohérence globale à donner à la desserte ferroviaire de la ligne. Ce qui concerne la réception des personnes, leur contact, au XIXe siècle, moi j'ai pas travaillé sur le ferroviaire, j'ai travaillé sur la route à ce moment-là. Et le rapport aussi en France, moi j'ai travaillé sur la Lombardie, et donc c'est un territoire qui va, à partir de 1796,
être intégré à la République française, puis à l'Empire, et connaître aussi l'application des réformes administratives et juridiques du pouvoir napoléonien. Donc, ce qui va être décret de déclaration d'utilité publique, qui va être introduit, ce genre de notion préempte en fait directement le droit de contester, entre guillemets. Il est presque plus admissible à partir d'un certain moment. Et c'était le cas, j'avais trouvé ça, c'est assez drôle, des paysans qui se plaignent des effets qu'a la construction de la route du Saint-Gothard dans leur vallée, parce que le déplacement, ça a transformé les conditions climatiques. Bon, ce genre d'informations citées par un historien de 50 ans et décrit comme une anecdote rigolote, aujourd'hui, on a plutôt tendance à se poser d'autres questions. Merci. On conclut comme ça avec l'usage de l'histoire, évidemment. Ah, tu as une question, Cécile. Alors, la parole est à Cécile, qui a à la fois des questions et fera les conclusions. Merci. Oui, parmi 3 interventions, suscité plein de remarques et questions de ma part, mais je vais faire vite. Pour Romain et Arthur notamment, je me demandais le lien qui est fait, on l'a vu un peu notamment dans les œuvres d'art, et puis on l'a vu aussi à l'exposition Le voyage en train à Nantes, sur l'électricité et modernité. Et comment par rapport à la vapeur, aux fumées, est-ce que c'est déjà signe de choses anciennes dont il faut se débarrasser ou modifier parce que c'est vieux? Et ça me faisait penser au débat, aux problématiques actuelles, une espèce de glissement par rapport aux fumées des locomotives et aujourd'hui à la pollution et aux fumées des voitures, notamment du diesel. Et on retrouve à peu près les mêmes vocabulaires. Enfin, la voiture, le diesel, ça pue, ça fait du bruit, ça pollue. Donc on remplace par l'électrique. Alors est-ce que l'électrique est toujours une modernité? Enfin, ça dépend comment on produit l'énergie électrique, mais fait penser à tout ça. Et en même temps, dans l'imaginaire et notamment dans les ouvrages pour enfants, la locomotive, c'est encore une locomotive électrique qu'on dessine. Quand on veut figurer un train, c'est toujours une petite locomotive avec de la vapeur qui sort. Alors qu'en France, il n'y en a plus depuis presque 50 ans. Enfin, la ligne de la Bastille, c'est 50 ans. Et j'avais pour Valentine, dans ce débat pour la coulée verte, mais après il n'y avait que 20 minutes d'intervention, mais quelle est on veut créer la coulée verte, donc contre l'autoroute, couvrir le TGV, mais est-ce que le vocabulaire le début des mouvements écologiques, mais est-ce que les vocabulaires de défense de l'environnement, est-ce que c'est déjà présent ou est-ce que c'est des problématiques actuelles qui n'ont pas tout à fait lieu dans ces années, au début de ces années 70. Enfin, qu'est-ce qu'on défend quand on défend la coulée verte? Alors, de façon assez synthétique, parce qu'à 17h, il faut qu'on ait vidé la salle. Ils sont très proches des associations de protection de la nature, et d'ailleurs, souvent les militants sont dans les deux. Donc c'est vraiment très proche, et c'est aussi pour protéger les espaces verts qui sont déjà réinvestis en partie par de la biodiversité le long de cette coulée verte. Et on parlerait aujourd'hui de trame verte, mais c'était déjà un peu l'idée en fait. Pour ce qui est de vapeur et modernité, électricité et modernité, l'entre-deux-guerres est une période d'incertitude. On a quand même des perfectionnements dans la vapeur qui sont faits, qui sont même chantés dans les œuvres d'art. Enfin, on pense à Pacifique 231 d'Arthur Honegger, typiquement. La gare de Lens, qui est inaugurée en 1927, dont l'architecte m'échappe maintenant, mais qui prend un peu une forme symbolique de machine à vapeur. Mais ça reviendra, mais c'est pas... Urbain Cassant. Donc on est là, ça fait aussi partie ensuite des éléments de décoration qu'on va retrouver à l'intérieur de la gare. C'est plus au sens de Pernod-Ricard au final. Le ferroviaire, c'est un lieu de mémoire de la modernité et la machine à vapeur
lui appartient. Après, même aujourd'hui encore, on peut représenter un passage ferroviaire avec une locomotive. Les gens vont comprendre parce que ça appartient à l'espace ferroviaire. Et ça appartient à son histoire de modernité. Je ne sais pas, même si aujourd'hui on peut considérer que la machine à vapeur soit obsolète. C'est ce qu'on fait dans les centrales nucléaires. Ça performe toujours effectivement dans la signalétique, dans le design, dans les jeux pour enfants, les jeux pour enfants. Effectivement, c'est intéressant. Peut-être sur le modernisme et le futurisme, on voit que la locomotive à vapeur elle est encore très présente dans l'étoile futuriste, donc c'est encore quelque chose qui joue. Sur la question de représentation dans l'art, à la fois comme vecteur et comme expression de cet imaginaire ferroviaire qui se construit autour de la vapeur, il y a vraiment ce processus de réduction. Donc la locomotive à vapeur incarne le chemin de fer, si on résume un petit peu. Le chemin de fer incarne l'industrialisation, je ne sais pas, peut-être dans une certaine mesure. Finalement, la seule présence de la fumée suffit presque parfois à l'identifier dans la étoile, dans différents espaces. Et c'est intéressant. Alors moi, je suis allé visiter différentes expositions art et chemin de fer ces 2 dernières années, parce que comme il y a eu une année européenne du rail en 2021, on a lieu à beaucoup d'expositions qui sont venues se greffer sur ce programme culturel. Donc il y a eu beaucoup d'expositions, c'était l'occasion un petit peu de voir un petit peu comment ça s'exprimait aussi. Et c'était amusant, il y avait des ateliers qui faisaient intervenir des enfants, donc il y avait des seins qui traînaient d'enfants un peu partout. Et systématiquement, même dans le cas des locomotives électriques, parfois c'était des collages, donc ils avaient des éléments à leur disposition, ils avaient des locomotives électriques à coller, et ils rajoutaient la fumée, parce que pour eux c'était évident que la vapeur ça fumait. Pourtant ils prennent sans doute le train, ces enfants. C'est assez intéressant de voir à quel point ça joue quand même de manière assez durable. Il y a une rémanence de la fumée, pas seulement dans l'art, mais dans d'autres domaines. Et oui. Une conclusion sensible, entre guillemets, c'est aussi le bruit du train qui est modifié, pas seulement le sifflet, mais juste en pensant à un accessoire de la locomotive, ses rails, ses traverses et le ballast. Quand on passe d'un armement de voie double champignon, 36 kg par mètre et compagnie, à du grand profil vignoles qui sont soudés les uns aux autres, on passe du tac-tac-tac au du TGV qui ressemble un peu une espèce de cigale dans la Méditerranée parfois. Mais c'est toute une autre manière aussi d'habiter l'environnement sonore. Merci beaucoup. Alors, il reste à peine 8 minutes. Merci à tous les trois. Merci à Arnaud d'avoir suggéré cette journée, à l'Académie du Climat de nous avoir accueillis, et aux Ruches, dont on inaugure entre guillemets aujourd'hui les 15 jours de journée, de festivités autour du printemps de l'histoire environnementale, du printemps de l'environnement. Et nous aussi, ce 1er juin, on lance la saison des colloques et journées d'études de rail histoire, puisqu'à partir de la rentrée, on va avoir trois grands colloques, dont un auquel Romain Iliou est associé de très près et l'appel à la communication est toujours en cours, si certains d'entre vous veulent proposer une communication. Donc, je lis ce regard bâtiment infrastructure ferroviaire entre modernité et identité, une comparaison entre la France et l'Italie dans l'entre-deux-guerres, et qui fait partie du programme de recherche dont tu as parlé tout à l'heure. Donc ça, ce sera en novembre, et on aura en octobre une journée et demie de colloque au bord de la mer, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, sur les antennes ferroviaires. Et puis, enfin, on a en 30 novembre, 1er décembre, sur les inaugurations transfrontalières dont tu as parlé, Arnaud, tout à l'heure. Et pour ça, je ne peux que vous inviter à suivre nos actualités sur le site de Rail et Histoire, sur nos réseaux sociaux, et plus encore à adhérer à l'association, comme ça vous saurez tout en exclusivité. Donc, Train Écologie, cet axe de recherche porté par Arnaud Passalacqua depuis
3 ans maintenant, depuis 2018. Donc le colloque de décembre 2021, cette journée aujourd'hui, un certain nombre d'étudiants qui ont entamé des travaux de master ou de doctorat sur cette thématique large, sans doute inépuisable, mais on va essayer de creuser au fur et à mesure. Et puis, donc avec les fumées, les nuisances, les défenses de l'environnement, enfin, toutes ces questions liées au train aujourd'hui et la vitesse, parce que c'est toujours d'actualité. Et là, avec aussi le discours aussi de la SNCF, quand maintenant on prend son billet de train, on voit on n'avait dépensé que tant de CO2 par rapport à un trajet en voiture. Enfin, voilà, toutes ces questions écologiques, environnementales qu'on continuera à travailler grâce aux jeunes chercheurs, aux chercheurs plus confirmés et à tous les gens qui travaillent sur ces questions. Je crois qu'il est l'heure de conclure. Merci beaucoup à toutes et tous présents ici et puis à ceux qui nous ont écoutés à distance. C'est peut-être un des rares bienfaits de la période du Covid où organiser en visio permet aussi de toucher des publics plus larges qui ne peuvent pas forcément se déplacer à Paris ou ont lieu en présentiel les activités et nos événements. Eh bien, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi et puis à très bientôt. Encore merci à tous les 4.